Je m'appelle Elisabeth Le Bovici, je suis blanche, je suis une femme, cis, je suis lesbienne, je suis née dans les années 50, je suis vieille donc. Quoi d'autre? Définir mes oppressions. C'est-à-dire, la chose, c'est très difficile de définir des oppressions qui ne soient pas quand même contingentes. En ce moment, par exemple, je suis très énervée par le fait qu'il y ait des bilans à la radio qui sont faits sur l'homophobie. Alors on mentionne par exemple au journal de France Inter hier les gays, les bi, les trans et pas les lesbiennes. Donc je m'énerve pendant quelques heures, voilà. Donc mes oppressions en ce moment c'est ça. Disons que c'est mon obsession de l'oppression. Mes oppressions, évidemment, c'est un certain type de discours, de système, de langage, on pourrait dire patriarcal, hétéronormé, blanc. Et évidemment, mes privilèges, je suis blanche. Je viens d'un milieu plutôt bourgeois. Pas non plus, enfin, pas de la haute bourgeoisie, mais enfin, voilà, d'une famille qui a tout perdu pendant la Deuxième Guerre mondiale et qui s'est reconstituée et dont je suis un peu le produit. Donc effectivement, c'est une grande force, je crois. Voilà. Alors je vis à Paris. Ça a à peu près toujours été le cas. J'ai vécu à New York pendant quelques années, au début des années 80. Mais enfin, je vis à Paris. Je vis depuis 1990 dans le 11e arrondissement de Paris, dans un endroit qui s'est beaucoup transformé, qui s'est beaucoup gentrifié. J'y ai, je suppose, participé et en même temps, j'en suis vraiment je suis la première à m'en énerver énormément. Il y avait une grande mixité, on pourrait dire sociale et raciale, qui il y a de moins en moins dans mon quartier. Pardon, je tousse. Comment est-ce que je m'engage auprès de mon territoire? Je fais le tri. Je pense pas que je m'engage beaucoup. Enfin, si d'ailleurs, absolument. Je vais quand même de temps en temps à des réunions de quartier. Je signe effectivement peut-être de temps en temps des pétitions qui demandent l'arrêt comme ça de l'ouverture de nouveaux bars, de nouvelles boutiques. Mais je ne crois pas du tout que, enfin, je suis là, je ne me sens pas particulièrement impliquée, on pourrait dire, dans la vie de mon quartier et dans la vie de ma ville, de la ville de Paris, qui est quand même un statut un petit peu spécial en tant que territoire. J'ai évidemment des opinions sur les grands débats qui ont lieu aujourd'hui à Paris, mais je dois dire que ce n'est pas du tout mon engagement. En d'autres termes, je m'en fiche. Il faudrait reprendre la première question, qui parle? Je ne sais pas très bien qui parle. C'est toujours une question qui tout d'un coup arrive, évidemment, quand on est là devant une caméra que je suis en train de regarder en vous regardant. Évidemment, il faut se nommer, il faut s'identifier. Je pense que c'est quand même un problème d'essayer de se donner une voix unique, unifiée. Je ne me sens pas du tout avoir cette voix unique, unifiée, bien que je me sente tout à fait adéquate en mon nom. Je raconte toujours cette histoire d'ailleurs, je vais être un peu plus rapide. On revient à la première question. Donc, pendant longtemps, sur ma notice Wikipédia, il y avait marqué Elisabeth Le Bovici est la fille de Serge Le Bovici, psychanalyste. Et c'est quelque chose qui m'a toujours énervé au dernier degré. Qu'est-ce que ça veut dire être la fille de, hein, peu importe les rapports que j'ai eus avec ma famille, mais enfin c'est quand même inouï. Et jusqu'à quel âge il faudra que je sois encore fille de, hein? Qu'est-ce que ça veut dire? Et par ailleurs, cette fiche Wikipédia ne disait, je ne l'ai pas regardée depuis des années, ne disait pas que par ailleurs je suis mariée avec Catherine Facerias,
une femme, quand je me suis mariée. Et donc, effectivement, là, je sens, on peut dire, une oppression terrible, hein, que j'ai envie contre laquelle j'ai vraiment envie de lutter, qui est de penser effectivement que ces questions d'identité, elles sont vraiment importantes, hein, et qu'il y a là effectivement un combat à mener, mais qu'on ne sait pas très bien comment le mener quand on se bat contre ces espèces de systèmes autogérés, ou quand vous essayez pour la 42e fois de dire non, je ne veux pas être la fille d'eux, j'ai passé l'âge d'être la fille d'eux, maintenant je suis une personne, une adulte, j'ai même un grand âge, il faut arrêter de me définir comme ça. Par ailleurs, j'ai une identité sociale, maritale en l'occurrence, très simple, et je tiens à ce que vous la notiez. Je me suis fait renvoyer, mais pendant des dizaines et des dizaines de fois, à vous n'êtes pas la personne adéquate pour changer cette fiche Wikipédia. Bien, donc on en revient à qui parle. Quels ont été mes engagements? Mes engagements, ça a été personnel et professionnel et intellectuel. Ça a été effectivement de peut-être me battre contre ces assignations depuis le début, hein. Alors je m'identifie, je vous l'ai dit en tant que femme, etc., je m'identifie comme historienne et critique d'art, c'est un petit peu ce que j'ai fait, c'est mon activité professionnelle. Et effectivement, c'est un engagement. Bon, j'ai décidé de m'y engager de différentes façons. J'avais un rêve qui était de transmettre ce que moi on m'avait appris, hein. J'avais envie de transmettre à d'autres les outils, les subtilités, la rhétorique, les désirs, les envies qu'on m'avait transmis, et j'avais envie moi-même de les faire partager. Sauf que ce n'est pas tout à fait possible. Et d'ailleurs, cette question de la transmission qui passe souvent par l'oralité, comme on est en train de le faire en ce moment, eh ben, elle est très difficile à jeter par écrit, hein. Et je me suis tout de suite aperçu que de dire, voyez ça, ce qui est extraordinaire, c'est suspendu, ça plane, ça flotte, etc. C'était assez difficile de le faire passer par écrit. Et donc il fallait trouver d'autres moyens, d'autres formes finalement. Et les engagements, paradoxalement, c'est peut-être moins des engagements de contenu que des engagements de forme, hein. Qu'est-ce que c'est? Trouver une ou des formes à sa vie. Une façon aussi de déformer sa vie, peut-être de la former, de la déformer, de la faire bouger, de la transformer, d'être sans arrêt dans ce moment de fluidité. Et pour cela, eh bien, il faut écrire, il faut aussi militer. Alors, on pourrait dire que mon engagement principal, enfin il y en a eu plusieurs, mais mon engagement principal est venu pour des raisons tout à fait privées. Dans les années 80, comme vous le savez, une certaine version de l'histoire, en tout cas du VIH-Sida, est arrivée de façon très très violente dans nos vies, dans ma vie. Et après un moment de stupéfaction totale et de sidération absolue, j'ai bien été en quelque sorte forcé, on peut dire amené, poussé à rejoindre Actes Paris dans les années 90. Et ma vie, enfin, c'est cette longue période dont je parle là, les années 80, après un long séjour à New York où j'ai habité, les années 80, les années 90. Eh ben, c'est un moment de basculement de ma vie, certainement. Je dis aussi toujours, et je crois que c'est important de le dire comme ça, que c'est le fait de m'engager dans la lutte contre le sida et dans une lutte politique contre le sida. Ça a à la fois changé ma personne, mais ça a aussi changé ma façon de militer. C'est-à-dire que, bon, pour être simple, le fait de me rendre compte des oppressions qui frappaient non pas des pratiques, mais des personnes, hein, parce que le sida s'est aussi transformé, le VIH-Sida s'est aussi transformé des pratiques
par exemple, se droguer par voie intraveineuse en personne, des drogués, des héroïnomanes, comme on les appelait. Un certain nombre de pratiques sexuelles en personne, les PD, les homos, etc. Et donc, ces ostracisations de personnes, eh ben, la société qui produisait ces ostracisations, cette impossibilité, cette invisibilité et à la fois cette trop grande visibilité d'un certain nombre de personnes, c'était cette société-là qui était aussi une société sexiste, une société misogyne, une société raciste, une société patriarcale. Et donc je suis devenue tout à la fois militante, activiste, comme on dit dans la lutte contre le sida, mais aussi activiste féministe, activiste lesbienne, activiste antiraciste, etc., etc. Donc ce basculement, vous voyez comment il est venu. Je ne vais pas mentir et je ne vais pas raconter que toute petite, etc., j'étais déjà... évidemment, j'avais des copines, ma première copine, on peut dire, avait été avant impliquée dans le mouvement des femmes. Je connaissais les femmes du mouvement des femmes, etc. Mais je ne suis pas devenue d'abord féministe, et puis après ceci, et puis après cela, et puis après cela. Je ne suis pas une héroïne. Moi, je suis tombée dans un truc, ma vie a basculé, et puis ça m'a fait comprendre un certain nombre de choses. Et c'est ça, je veux dire, que quand je dis donner une forme, hein, c'est ça aussi que la forme activiste, on pourrait dire, m'a donné, c'est-à-dire une vision politique du monde et du monde de l'art. Oui, je voudrais quand même rajouter à la question 3 que cet activisme est intimement lié à donc, cette question de l'écriture, qui reste une question importante pour moi, et quand même qui est ce qui entretient ma pensée, ma vie, hein, c'est-à-dire comment les choses, les événements visuels, les choses visuelles ou autres d'ailleurs, m'émeuvent, produisent des affects qui vont susciter, susciter quelque chose chez moi et que je vais tenter de décrire. Faut pas non plus me voir comme, là encore, comme une activiste. Bon, je suis aussi quelqu'un qui n'est jamais cessé d'écrire alors que je ne savais absolument pas écrire. Je me souviens quand j'ai fait un doctorat, après être allée à New York, enfin pendant mon séjour à New York, j'ai fait un doctorat sur l'argent dans le discours des artistes américains. Donc j'étais à New York en 1980-81, ce moment où effectivement ce que pouvaient être des artistes et leur rapport à l'argent était vraiment en train de basculer complètement. Et le marché était en train de basculer aussi. Et donc, il se trouve que à cette époque, je ne savais absolument pas écrire, je ne pouvais pas écrire. J'avais un rapport très coincé avec l'écriture, qui m'énervait, qui me mettait vraiment en rage, parce que je voyais bien que mes amis hommes n'avaient pas du tout ce rapport avec l'écriture. Pour eux, il n'y avait aucun problème, on leur demandait d'écrire un truc qui pondait, etc. Et j'avais remarqué que beaucoup de mes amis ES et moi-même avions un rapport beaucoup plus complexe. Alors évidemment, il était nourri de nos lectures, du journal de Virginia Woolf qui n'arrête pas de dire qu'elle n'y arrive pas, que c'est pas possible, ou de Marguerite Duras qui est sans arrêt dans cette espèce de tension. Bon, alors on avait un héritage là qui était un peu tendu, on peut dire, mais et voilà. Et quand j'ai écrit ma thèse, avec vraiment l'aide là encore de ma première copine, après ça, j'ai été poussée dans un journal et je me suis mise à écrire et je n'ai plus arrêté. Et alors là, bon, vous savez, je suis vraiment, je veux dire, j'écris un blog, j'écris beaucoup de textes, j'essaye d'écrire des livres, je fais un peu de recherche. Et voilà, et donc je suis prise par cette tension aussi, qui est aussi pour moi une forme très importante, alors peut-être pas d'activisme, mais là encore de recherche de forme. Alors, j'ai des formes d'engagement qui sont tout simplement celles que nous partageons toutes et tous, c'est-à-dire, là encore, l'activisme, l'énervement, le militantisme. Je dis ça parce que au moment du vote de la loi sur l'extension du mariage aux couples de même sexe, comme on dit, vous savez que vous n'êtes pas sans savoir, vous n'êtes pas sans savoir, vous n'êtes pas sans ignorer. Bon, vous savez
qu'il y a eu donc ces horribles manifestations de la Manif pour tous. Et on s'est quand même pas mal retrouvé des anciens et des anciennes militants, militantes. On a formé un groupe qui s'appelait Oui, 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 hein, puisqu'on disait toujours non, non, non à tout. Bah là, on disait oui à tout. Oui au mariage, oui à l'adoption, oui à la PMA. Bon, vous savez ce qu'il s'en est en suivi d'ailleurs, on est toujours dans le caca. Mais ça nous a aussi permis, ma compagne et moi, de renouer avec des formes d'activisme. Et donc, première mise en pratique d'une forme d'activisme, nous avons créé à 8 un fonds de dotation qui s'appelle Lesbiennes d'intérêt général, donc la Ligue lesbienne d'intérêt général, qui est donc un fonds de dotation destiné à des projets lesbiens, en ayant une définition qui est exactement celle que vous voulez du terme lesbienne, qui est donc destiné à des lesbiennes et qui aimerait entraîner des financements par des lesbiennes. Hein. Ce n'est pas une association, c'est comme une fondation, mais c'est un peu le degré moindre sur le plan de la mise de fonds. Et donc, en fait, on cherche du pognon pour donner à des projets lesbiens. Et on cherche non seulement du pognon, mais on cherche des héritages. Hein. Et ça, c'est vachement intéressant parce que ça remet en cause vraiment tout un pan, là encore, de l'histoire de l'art et de l'histoire de la transmission. Hein. Et j'ai envie de parler de Rosa Bonheur hein, et du testament de Rosa Bonheur. Donc l'une d'entre nous, d'entre les personnes qui ont fondé la Ligue, s'appelle Suzette Robichon. Et elle a donc écrit un texte sur le testament de Rosa Bonheur. Rosa Bonheur fait son testament avant de mourir à la extrême fin du 19e siècle. Et elle dit, voilà, mes neveux, enfin je n'ai pas d'enfants, mes héritiers les plus proches sont des neveux et ils ont déjà plein de pognon. Donc en fait, moi je lègue tout à ma copine, Anna Klumke, et je lui lègue donc seulement mes biens, mais aussi les droits sur mes œuvres, mais aussi mon fonds d'atelier, mais aussi le droit moral sur finalement qu'est-ce qu'on doit faire de mon travail. Et d'ailleurs, j'aimerais qu'elle soit enterrée auprès de moi et auprès de ma première copine, auprès de laquelle je serais enterrée, etc. Bon, c'est une vision quand même de la question de l'héritage et de la transmission. On est tous et toutes à parler de la transmission que je trouve éminemment intéressante. C'est-à-dire, voilà quelqu'un qui dit « fuck la famille », fuck cette famille dont on n'arrête pas de nous rebattre les oreilles, la famille nucléaire qui sera en danger ou qui ne serait pas en danger, etc., etc. On va trouver d'autres formes de vie, d'autres formes de convivialité, mais aussi d'autres formes d'héritage et de transmission. Et pour moi, c'est très important. Donc ça, c'est une première activité récente, mais que j'estime très importante dans ma vie. J'y pense souvent. C'est pas facile de trouver des femmes qui vont vous donner leur héritage, ou une partie de leur héritage. Hein. Et on voit aussi beaucoup à quel point des femmes qui ont toujours été out, qui ont toujours été visibles, qui ont milité, qui ont été vraiment des personnes, voilà, tout à fait comment on pourrait dire, fiables sur le plan de la visibilité de leur homosexualité et de leur choix politique, qui, à la fin de leur vie, paniquent. Et qui, finalement, ne vont pas aller jusqu'au bout. Non pas de donner leur héritage à la Ligue, c'est même pas ça, mais qui, tout d'un coup, ne vont pas prévoir, effectivement, ce qui va se passer après eux et elles. Et bon, moi j'ai été tellement frappée justement par ces choses simples. Hein. Je raconte toujours cette anecdote-là, mais quand mon ami Patrick est mort en 86 du sida, sa mère est arrivée le lendemain. Alors il n'avait pas d'amant en titre, donc effectivement il n'y avait eu personne à virer, mais enfin bon, elle a vidé l'appartement complètement, il ne restait rien. Rien, absolument rien, juste un petit plâtre qu'on a récupéré. C'est très important cette question de la transmission et de l'héritage finalement. Et en ce moment, la question des archives LGBTQI évidemment est là pour continuer à poser ces questions. Alors, j'espère que mes engagements se voient aussi dans ce que j'écris et j'ai justement deux projets. L'un avec Catherine Gonard qui va consister à travailler sur la culture, enfin qui consiste d'ailleurs à travailler sur la culture lesbienne des années 50 à 70 parce qu'il n'y a rien, on pourrait dire dans l'espace francophone et en particulier en France.
et que nous avons, via Catherine Gonard qui travaille à l'INA, un accès tout à fait privilégié à la télévision, et on a déjà commencé à trouver absolument des merveilles, c'est-à-dire qu'il y a un trésor qui n'a même pas été caché, mais qui est là, devant nos yeux, qu'il nous reste à dérouler. Et puis j'ai un projet là, maintenant, pour tout de suite. J'ai été aussi, vous savez, on parle de ses désirs, mais on parle aussi de ses énervements. Je n'ai pas arrêté de vous raconter. Je suis énervée parce que... je suis énervée parce que quand Barbara Hammer est morte, je me suis... Cette réalisatrice pour qui, justement, le cinéma expérimental et son lesbianisme, son homosexualité étaient liés. C'est-à-dire c'était une cinéaste lesbienne expérimentale ou expérimentale lesbienne, cinéaste, enfin je ne sais pas, on peut remuer ces trois termes, mais ces trois termes vont ensemble. Et donc j'étais très, très triste de voir qu'en France et dans le monde, dans ma communauté, finalement, personne ne la connaissait. Donc je me suis dit, bon, il faut faire les choses, et donc cet été, je vais me mettre à faire un livre tout simple, où je vais raconter ça. Je vais raconter les vies et les œuvres, la vie des saintes pour moi, hein, de personnes qui ont lié leur pratique, leur forme culturelle qu'elles avaient choisie finalement pour s'exprimer, et leur homosexualité. Et voilà, j'ai envie de faire ça. J'ai envie de raconter très simplement ces histoires-là. Ça me plaît, ça m'excite, et j'ai l'impression de faire un travail, là encore, de militantisme.